En tant que professionnel de la vidéo, je dois sans cesse investir dans du matériel, que ce soit pour rester à la page ou pour essayer d'obtenir des missions de plus en plus prestigieuses. Et du coup, il y a un ensemble de questions qui se posent. Est-ce que je dois changer mon Alpha 7S II pour acheter un Alpha 7S III? Est-ce que je dois vendre mes panneaux LED pour acheter un projecteur Aputure ou Godox? Et surtout, par quoi je commence? Pour l'achat de la caméra, je trouve que le mieux, c'est de partir sur le type de mission que vous faites. Prenons un exemple. Imaginons que vous faites beaucoup d'interviews. Donc, je marque pas tout, on met juste un W moche. La première chose, ça va être de regarder tout ce qui est indispensable. De quel type d'option vous avez vraiment besoin. Et donc un exemple de ça, ça peut être la 4K. Typiquement, la 4K, ça va être indispensable lorsque vous faites du face caméra, puisque ça va vous permettre de faire un recadrage dans l'image et de fluidifier toutes les coupes que vous pourriez faire. Ensuite, deuxième critère, qu'est-ce qui est important? Quelle est la différence entre les deux? Indispensable, c'est vous ne pouvez pas vous en passer et il n'y a pas d'alternative. Important, c'est il y a une alternative, mais c'est coûteux. Quelque chose d'important, par exemple, ça peut être d'avoir une prise jack pour pouvoir brancher un micro-cravate ou des écouteurs. Et ça ne veut pas dire que c'est indispensable. Vous pourriez, par exemple, avoir un enregistreur externe sur lequel brancher un micro, mais ce serait coûteux, ça vous ferait du matériel en plus à déplacer, bref, c'est pas très pratique. Alors, troisième critère, le confort. Donc le confort, c'est l'ensemble des choses qui sont agréables à avoir, mais vous pourriez vous en passer. Pour vous donner un exemple, mon appareil, il enregistre en MP4. Et l'avantage du MP4, c'est que ça va m'éviter d'avoir des gros fichiers et ça va me simplifier en termes de stockage. Donc je ne vais pas être obligé d'avoir 15 disques durs et 15 NAS, etc. pour stocker. Alors que s'il enregistrait qu'en ProRes, j'aurais beaucoup plus besoin de disques durs. Et enfin, il y a les choses qui sont pas importantes. Le fait d'avoir un autofocus rapide, en interview, ça sert à rien. Autofocus. Moi, ce que je vous propose, c'est un tableau comme ça pour tous les types de prestations que vous proposez, et à la fin, d'essayer de faire une synthèse. Votre appareil photo, il doit être le moins cher possible, mais qui intègre tout ce qui est indispensable et tout ce qui est important. Au-delà de ces deux critères-là, ça sert à rien d'investir énormément d'argent dans son appareil photo, puisque c'est pas un investissement en fait. La valeur de votre appareil photo, elle va tomber très vite, et vous allez vous retrouver avec un appareil qui, il y a 5 ans, valait 4 000 € et qui en vaut 1 000 aujourd'hui. Concernant les bonnes affaires, je vous conseille pas d'acheter votre appareil photo d'occasion, parce que vérifier l'état d'un appareil photo, c'est pas donné à tout le monde, et vous pouvez pas juste vous fier au nombre d'heures filmées ou au nombre de photos prises. Selon que la personne a pris soin ou pas soin de son appareil photo, il peut être dans un état très différent. Par contre, tout ce qui est reconditionné, allez-y, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux, puisque les appareils photo, bien qu'ils ont déjà eu une panne, ils ont été entre-temps complètement révisés et ils seront dans un état meilleur que certains appareils photo neufs. Et donc l'appareil photo, on va le mettre en B-tier, peut mieux faire. Si vous n'avez pas besoin d'un autofocus rapide et si vous n'avez pas besoin d'une stabilisation optique, franchement, l'option la moins chère, c'est de commencer avec des objectifs fixes ou zoom anciens et leur mettre un petit adaptateur pour pouvoir le mettre sur votre appareil. L'avantage de ça, c'est que c'est pas très cher, c'est que ça va vous donner un look un peu différent, mais par contre, vous allez devoir passer beaucoup plus de temps à chercher la perle rare et à trouver le bon adaptateur, vérifier qu'il y a bien des adaptateurs qui permettent de le rendre compatible avec votre appareil photo. Bref, c'est plus chronophage. Une autre manière d'économiser de l'argent sur l'achat des objectifs, c'est de prendre l'ancienne version d'un objectif récent. Donc là, typiquement, ce 70-200, il date de 2006. Et depuis, ils ont sorti en 2018 la version récente de ça, qui a à la fois un meilleur autofocus et une stabilisation optique plus efficace. Si vous n'avez aucun usage pour l'une de ces deux options, en fait, acheter ça, ça va vous permettre des économies conséquentes, puisque pour vous donner un ordre d'idée, celui-ci, vous pouvez le toucher à 400-500 € sur le bon coin, alors que sa version plus récente, vous êtes plus à 1200, 1300, 1500 €. Selon moi, investir dans des objectifs, c'est une très bonne idée. D'abord parce que c'est très durable comme produit. Par exemple, cet Ingenieux, il date des années 70 et il est toujours en parfait état. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que les objectifs, ils baissent peu en valeur. Donc il y a généralement les 2 premières années de la sortie où là, la valeur baisse assez rapidement, puis après, ça stabilise pendant une très longue durée. Et donc, vous pouvez acheter un truc comme ça à 450 €, le vendre 350 € des années plus tard. Et en termes d'investissement, c'est donc relativement intéressant. Pour ce qui est des objectifs, là, c'est le top niveau, c'est les meilleurs, sortez le pognon, S-tier. Les filtres,
En vidéo, il y a 3 grandes familles de fils que vous allez rencontrer régulièrement. D'abord, il y a tout ce qui est densité neutre, donc les fils trendy. Il y a tout ce qui est filtre polarisant et tout ce qui est filtre de diffusion. L'intérêt de ce genre de fil, c'est que lorsque vous allez tourner dans des zones de forte luminosité comme l'extérieur, vous avez besoin d'un moyen pour atténuer la quantité de lumière qui rentre. Évidemment, vous pouvez utiliser les réglages d'exposition. Vous pouvez vous dire, je vais fermer mon objectif ou alors je vais descendre les ISO au maximum. Sauf que, si vous utilisez l'un de ces réglages de votre triangle d'exposition, vous allez affecter votre image d'une autre manière que simplement la quantité de lumière. Pour vous donner un exemple, si vous jouez sur l'ouverture focale, vous allez aussi jouer sur la profondeur de champ, sur votre zone de flou. Et vous n'avez pas forcément envie, vous avez peut-être envie de conserver une certaine profondeur de champ tout en ayant une baisse de quantité de lumière. Et c'est là-dessus que ce genre de choses est très utile. Deuxième type de fil particulièrement intéressant pour l'extérieur, les filtres polarisants. Imaginez, vous avez un grand plan d'eau ou un étang ou quelque chose comme ça, et le problème c'est qu'il va être complètement caché par les reflets de l'eau. En utilisant ce petit truc-là, si vous tournez suffisamment pour trouver le bon réglage, vous allez pouvoir voir la profondeur parce que le fil polarisant va enlever complètement les reflets. Le deuxième cas d'usage, ça va être toujours en extérieur, vous faites une photographie et vous avez un grand ciel éclatant et vous êtes embêté parce que soit le soleil et le ciel est beaucoup trop lumineux et tout le reste a l'air sombre, soit l'inverse et vous êtes un peu coincé. Et là-dessus, le fil polarisant, aussi en faisant le petit réglage, vous allez pouvoir atténuer la luminosité du ciel et avoir une photo équilibrée. Et enfin, dernier de la famille, le filtre diffusant. Donc les fils diffusants, ils vont avoir plusieurs cas d'usage. Le premier, ça va être pour lisser tout ce qui est haute lumière. Toutes les lumières, elles ont une espèce d'effet spot où vous avez vraiment un centre très lumineux, très chaud, qui n'est pas très agréable à l'image. Et donc les fils diffusants, ils vont donner un espèce d'effet halo qui va rendre les choses un peu plus agréables et la transition un peu plus légère. Le deuxième usage, ça va être pour tout ce qui est teinte de peau. Donc c'est un problème qu'on a particulièrement avec les caméras modernes où c'est tellement net et précis qu'on voit le moindre pore de chaque peau. Et typiquement dans certains milieux, la mode notamment, c'est pas très valorisé en fait. L'intérêt du fil de diffusion, ça va être justement de lisser ces teintes de peau et de les rendre un peu plus agréables. Donc ça, c'est un peu les 3 familles de fils que vous allez rencontrer le plus régulièrement, en sachant que, comme vous avez vu, ils ont chacun leur cas d'usage très spécifique, et donc c'est à vous de voir si vous avez un besoin à ce niveau-là ou pas. Les filtres, c'est quand même bien utile, et ça vaut le coup, donc on va lui mettre un petit A. En plus, c'est joli, ça fait harmonieux comme ça. Votre investissement lumière, il va tourner autour de 3 critères. Le premier, est-ce que vous tournez beaucoup en extérieur. Le deuxième, c'est quelle sorte d'esthétique vous aimez. Le troisième, c'est est-ce qu'il y a des prises accessibles là où vous tournez. Je parle de prises électriques, hein, évidemment. Si vous tournez principalement en extérieur, ça ne sert à rien d'investir dans des lumières artificielles. Vous n'allez pas réussir à compenser la lumière du soleil avec des lumières artificielles, à moins de vous ruiner. Par contre, ça peut valoir le coup d'investir dans tout ce qui va être outil de réflexion, que ce soit des polis ou un réflecteur comme celui-ci. Si par contre vous tournez principalement en intérieur, je vous conseille d'investir dans 2 types de lumière. La première, c'est un gros projecteur puissant, donc 200-300 watts, avec une bonne diffusion. Peu importe si c'est une softbox, si c'est une lanterne, ça, ce sera votre lumière principale et elle sera suffisamment puissante pour compenser la plupart des lumières artificielles qui sont dans une salle. Parce que parfois, vous arrivez dans une salle de réunion et vous ne pouvez pas couper les lumières et vous avez ces plafonniers immondes. Donc, il faut avoir plus de puissance pour compenser ça. Et le deuxième type de lumière qui va être important, c'est d'avoir une petite lumière portative, donc quelque chose sur batterie, que ce soit un panneau LED ou, je sais qu'Aputure, par exemple, ils font des mini-projecteurs sur batterie qui sont très bien. Avec ces 2 types de lumière, vous allez pouvoir vous débrouiller dans la plupart des cas. Et après, libre à vous d'enrichir petit à petit selon les types de prestations que vous faites, mais au moins vous aurez une bonne base. Si vous avez le budget, je vous conseille d'acheter des lampes qui ont un réglage de température de couleur, ça va vous faire gagner beaucoup de temps sur le tournage. Mais sinon, il y a toujours la possibilité de faire ce que je faisais quand j'ai commencé ma carrière, c'est d'avoir un petit pack comme ça de gélatine de couleur. Ça fait très bien le boulot et ça coûte 20 € sur Amazon. La lumière, c'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. D'abord parce que un projecteur, c'est extrêmement résistant. Vous pouvez le garder littéralement toute votre vie. Il suffit de voir dans les écoles de cinéma, ils ont les mêmes projecteurs depuis les années 70. Tout ce qu'ils ont fait, c'est changer 1 ou 2 fois l'ampoule. Et la deuxième raison pour laquelle c'est intéressant d'investir là-dedans,
c'est que c'est sans doute la lumière qui aura le plus d'impact sur votre image. Plus que l'appareil photo, plus que les filtres, la lumière. En mettant quelques centaines d'euros dans un bon projecteur, vous allez être remboursé, croyez-moi. Vous le savez, vous l'avez compris, c'est le plus important. On le met en S-Tier. Un bon moniteur, ça change la vie. Déjà parce que mon écran de prévisualisation sur l'appareil photo, il est tout petit et donc je rate plein de détails, il y a des choses que je vois pas, que je vois mal. La qualité est toujours un peu étrange et parfois il manque de luminosité quand je suis en extérieur. Alors que celui-là, il me permet de tout voir bien, proprement. J'ai un histogramme qui va être beaucoup plus grand, donc ça me permet de régler plus finement mon exposition. Et pareil, je peux profiter des courbes pour faire des réglages plus fins. Un autre avantage, c'est que parfois, je vais tourner en S-Log. Et en fait, mon appareil photo, quand je le mets en mode S-Log, il va m'afficher le S-Log. Donc ça va être tout grisâtre et ça va être très compliqué pour moi de faire mon exposition. Par contre, lui, il peut intégrer l'étalonnage directement. Donc il va me faire passer mon S-Log 3 en Rec 709. Je vais pouvoir faire mon exposition à partir du résultat qui est ici. Une fois que j'arriverai à l'étape du montage, j'aurai juste à remettre le LUT et le résultat sera nickel. Dernier petit avantage, lors des tournages, je l'utilise et du coup mes clients, ils regardent en fait, ils en profitent. Ça me permet d'éviter des petites erreurs que j'aurais pu faire. Est-ce que j'ai pas oublié une bouteille dans le champ ou je sais pas quoi, il y a le logo sur un des bouquins qui veulent absolument avoir l'image, donc ça leur permet de vérifier et ça me fait une sorte de pré-validation de mon plan. En termes d'investissement, c'est pas dingue, hein. La valeur d'un moniteur comme celui-ci, elle va être divisée par 2 en 2 ou 3 ans. Mais c'est quand même vachement utile. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'aller regarder dans le marché de l'occasion, parce que c'est très facile de vérifier s'il marche ou pas. Et à part si vous avez besoin de fonctionnalités très évoluées, un modèle de 5-6 ans, ça marche très très bien. Si vous tournez souvent en log, mettez-le en S. Par contre, si vous l'utilisez pas tant que ça, B-Tier, c'est plus honnête. Si vous avez une voiture, ça sert à rien d'investir dans des très bons sacs de transport. Il faut juste que vous ayez les sacs de transport qui protègent plus ou moins votre matos et ça ira. Si par contre vous vivez en ville, un sac comme ça, c'est assez génial. D'abord parce que vous allez être beaucoup plus mobile, donc un sac comme ça, vous pouvez le prendre dans le métro et ça vous évitera dans certains cas de passer 1 heure dans les encombrements. Ça peut aussi vous permettre de proposer des prix un peu plus faibles, ce qui vous permettra de choper certains contrats que vous n'auriez pas en temps normal. Et enfin, si vous êtes amené à souvent utiliser le train pour aller faire des prestations un peu partout en France, je peux vous dire qu'un sac comme ça, il va passer beaucoup plus inaperçu, il va être beaucoup plus discret que vous ramener avec une grosse valise caméra renforcée qui sera la cible des voleurs. Et un bon sac de transport, si vous en prenez soin, ça peut durer toute une vie. Alors, si vous êtes dans mon cas, faut y aller, c'est un super investissement, ça va vous sauver le dos, mais c'est quand même moins important que la lumière. Donc, S-Tier. Les stabilisateurs, c'est génial. Ça va vous donner de la dynamique, ça va vous donner des plans uniques et ça va donner un côté presque cinématographique à certaines de vos vidéos. Si vous faites tout votre tournage avec un stabilisateur, là, il n'y a pas trop de problème, vous faites votre réglage, c'est bien, et vous aurez quelques ajustements à faire si vous changez de focale ou d'objectif. Par contre, c'est assez contraignant sur le terrain. Si vous avez un tournage un peu mix, où vous allez d'un côté utiliser beaucoup le stabilisateur et de l'autre faire pas mal le plan au trépied par exemple, vous serez sans cesse obligé de passer de l'un à l'autre, de refaire vos réglages, de rechanger des choses. Ça va être assez contraignant en termes de temps. Et l'autre chose, c'est que à chaque fois que vous faites ça, vous allez devoir aussi régler des trucs comme si vous avez un follow focus par exemple. Si vous hésitez à investir dans un stabilisateur, il y a 2 questions à se poser. La première, c'est est-ce que les clients que vous avez seraient intéressés par le type de plan que permet un stabilisateur? Et la deuxième question, c'est est-ce que ces clients vont vous laisser le temps de faire ce genre de plan au stabilisateur? Si c'est pas le cas, c'est un mauvais investissement. Typiquement, un plan de stabilisateur, ça demande souvent plusieurs répétitions. Vous allez faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, avant d'avoir vraiment le résultat que vous voulez. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc, si votre client il est systématiquement pressé ou qu'il a un déjeuner à midi avec l'un de ses collaborateurs et qu'il vous laisse en plan, en fait, vous aurez 2 très bons plans, mais pas de quoi faire une vidéo. Alors, le stabilisateur. Si vous l'utilisez souvent, c'est du S-Tier, mais sinon... Le drone, dans la plupart des cas, c'est un peu gadget. Donc investissez là-dedans que si vous en avez l'usage, que vous tournez souvent en extérieur. Là, peut-être ça vaut le coup, mais sinon... Il est seul dans sa catégorie, c'est si vous avez du pognon à claquer,
Voilà, achetez un drone. Sinon... Donc voilà mon kit de nettoyage. Donc vous avez d'abord un petit microfibre. Ça sert toujours. Celui-là est un peu sale, mais voilà. Ensuite, vous avez une petite poire. Ça, c'est pour enlever les poussières. Un liquide pour nettoyer les objectifs. Et puis, le petit nécessaire pour nettoyer le capteur. Le kit de nettoyage, il vous en faut un. C'est vraiment important, ça coûte pas grand-chose et ça va vous éviter de passer 3 heures en post-prod à enlever des tâches. Pour ce qui est des trépieds, voilà les quelques critères importants. Le poids supporté par le trépied, le poids du trépied en lui-même, la hauteur minimale et maximale, la qualité de la rotule, donc est-ce qu'elle comporte un niveau à bulle, est-ce qu'elle est fluide et quel angle elle peut prendre, la présence ou non d'une crémaillère, le type de platine. Alors moi les trépieds j'en ai tout un tas, j'en ai 2 un peu gros comme celui-ci. Les avantages c'est d'abord que je peux utiliser ma grue avec. Il est également assez haut, donc ça quand on va filmer des conférences, vous avez envie d'être plus haut que les invités. Sinon à chaque fois qu'ils passent, ils rentrent dans votre image, etc. Avec un pied comme ça qui peut monter à 2 mètres, vous n'avez pas trop ce problème-là. J'ai aussi des petits trépieds légers comme celui-ci, donc là l'avantage, la légèreté. Et deuxième avantage, c'est lorsque on fait une série d'interviews et que les gens succèdent les uns après les autres assez rapidement, le problème c'est que vous devez changer rapidement votre setup et que tous ces gens-là, ils vont pas faire la même taille. La crémaillère là-dessus, c'est génial parce que ça permet de s'adapter très rapidement à la hauteur de la personne sans être obligé de régler les 3 pieds. Parce qu'à chaque fois que vous réglez les 3 pieds, ça déséquilibre le trépied, il faut refaire la bulle, etc. Alors que ça, voilà, en un réglage, vous êtes bon. Sinon, en termes d'investissement, moi, la moitié de les pieds, je les ai achetés d'occasion. Ça s'achète très bien d'occasion parce que les pieds de caméra, c'est très résistant. Donc par exemple, celui-là, ça fait 7 ans que je l'ai maintenant, il n'a pas bougé. Je vous conseille de partir là-dessus plutôt qu'en acheter un neuf parce que franchement, les pieds de caméra, c'est pas une technologie qui évolue beaucoup, quoi. Le trépied, bon petit investissement, mais vous n'avez pas besoin de mettre non plus des milliers et des cents là-dedans. Et tir, il faut mettre un petit billet quand même. Souvent, lorsque vous allez faire des interviews ou des témoignages clients, votre client il va vous demander d'aller tourner dans les bureaux pour avoir des plans de coupe. Et dans ces cas-là, vous êtes un peu dans un milieu contraint. Vous allez avoir peu de temps, vous allez avoir peu d'espace pour vous mouvoir. Dans mon expérience, le monopod, c'est la meilleure solution dans ces cas-là. C'est facile à régler, c'est rapide à régler et ça permet plein de plans créatifs. Et en plus, pour les gens comme moi qui ont un peu les mains qui tremblent, ça va vous éviter de faire énormément de stabilisation en post-production. En termes d'investissement, c'est génial, c'est pas cher, vous pouvez le trouver d'occasion et le revendre quasiment au même prix que vous l'avez acheté. Et enfin, le monopod, vous avez compris, c'est un outillage que j'aime beaucoup, mais je dois admettre qu'il n'est pas toujours utile. Donc, on va le mettre en B-tier. Et voilà, vous pouvez profiter de cette magnifique tier list. Et moi, je vous laisse. À plus. À plus. À plus. Ça le fait? Oui, c'est bien. C'est tout en fait.